Bienvenue dans les conversations d'Anthropique, le réseau des socio-anthropologues professionnels francophones, animé par Dominique Desjeux. Fanny Paris fait un constat central qui est que la consommation éco-responsable peut amener à un résultat inattendu, celui d'une hyperconsommation, qui est lié notamment au rééquipement en produits écologiques, en remplaçant par exemple une voiture thermique qui marche bien mais qui produit beaucoup de CO2 par une voiture électrique, voire par plusieurs voitures électriques, ou un vélo qui marche bien par un vélo électrique. Les enfants gâtés, ce sont les croyants dans la consommation éco-responsable pour Fanny Paris. Alors, les enfants gâtés, je vais enlever le bandeau quand même. Ouais. Ça s'appelle la consommation éco-responsable, un alibi pour ne rien changer. Si tu avais à expliquer ton livre, qu'est-ce que tu dirais de ton livre? Alors, qu'est-ce que je dirais de mon livre? C'est qu'avant ce livre-là, il y a eu énormément de recherches et des recherches qui se basaient en fait sur les pratiques et notamment sur les changements de pratiques d'individus qui voulaient s'inscrire dans une logique de consommer moins. Et de manière très intuitive et au fil des recherches, et ça il y a à peu près 10 ans, je me suis rendu compte que c'était rarement la question de consommer moins, mais c'était surtout de consommer différemment pour se sentir mieux et qui amenait de nouvelles formes d'hyperconsommation. Donc à la base, mes recherches et le premier livre qui a été écrit était vraiment sur l'ensemble des pratiques et des groupes sociaux ou des types de pratiques de consommation qui faisaient sens pour les individus et qui allaient permettre, à travers le discours, d'organiser les changements ou les déplacements de routine quotidienne. Une fois que j'en suis arrivée à là, l'idée, c'est de se dire comment on prend un petit peu de distance et de hauteur par rapport à ça et qu'on s'interroge sur la mise en place d'une nouvelle norme de consommation qui est celle de l'éco-responsabilité, qui donne l'impression, et c'est vrai, à l'échelle de l'individu, qu'il y a plein de changements qui se passent parce que sur les logiques d'approvisionnement, de stockage, sur les choix de consommation ou non-consommation qui vont être faits, il y a des choses qui bougent. Mais par contre, si on dézoome un petit peu, on se rend compte qu'on a un imaginaire, plusieurs imaginaires qui sont relativement forts et qui amènent une permanence de la consommation avec des mots ou des pratiques qui vont changer. Mais en définitive, si on s'intéresse à l'ensemble de la consommation d'un individu ou de groupe d'individus, on est toujours dans une nouvelle forme d'hyperconsommation et même dans une nouvelle phase d'équipement où on transfère l'hyperconsommation qu'on détestait du siècle dernier vers quelque chose qui semble plus éthique, plus éco-responsable et qui nous permet d'appartenir à des collectifs. Et aujourd'hui, on nous demande de tout racheter pour être plus économe. Voilà. De ce paradoxe qui est au cœur du livre de Fanny, qui est quelque part, pour consommer moins, il faut consommer plus. Ouais, exactement ça. Et puis là, on a une gourde en plastique qui marche, on va l'acheter pour acheter une gourde en verre. On a une voiture thermique qui fonctionne, on va acheter une voiture électrique, sans forcément se rendre compte qu'on a de plus en plus d'objets, une flotte de véhicules qui va être plus importante à l'échelle mondiale, des batteries qui ne sont pas forcément recyclées. Donc, c'est de se dire comment on va poser notre point d'attention sur les éléments qui sont positifs ou qui représentent une nouvelle culture de l'éco-responsabilité qui amène du bien consommé pour au final avoir des changements qui sont beaucoup plus minimes dans la vie des individus et dans le fonctionnement de nos sociétés. Donc, cette approche technosolutionniste du progrès et du futur de nos sociétés permet d'occulter les principales contradictions des dogmes de la créatocratie. Oui. Qu'est-ce que tu appelles technosolutionnisme et qu'est-ce que tu mets derrière créatocratie, qui est un des thèmes importants sur la créativité? Alors, derrière approche technosolutionniste, c'est comment le mythe du progrès et en gros de la croissance verte qui promet le découplage entre croissance économique et destruction de la planète est possible à travers l'imaginaire du capitalisme responsable. Et dans cet imaginaire-là, ça va être une invention technique, une énergie qui n'existe pas forcément encore, qui va forcément pouvoir permettre d'amener la permanence de nos modes de vie. Et au final, on est un peu des micro-spéculateurs du quotidien en disant, ok, là, c'est pas top, on est en période de transition, l'éco-responsabilité est une solution et on aura forcément une solution technologique qui permettra de nous maintenir dans la société qu'on connaît actuellement. Et la créatocratie, en fait, le bouquin interroge les systèmes de contraintes
au prisme des imaginaires collectifs et comment ça crée en fait de nouveaux styles de vie et ça impose une nouvelle culture légitime qui est celle de l'éco-responsabilité qui va être portée par une partie des classes moyennes supérieures et des classes supérieures et qui va l'imposer de manière plus ou moins subtile au reste des consommateurs pour qu'au final, ils aient des stratégies de compensation, de déplacement de pratiques de consommation, mais qu'au final, l'hyperconsommation perdure tout de suite. Et la créatocratie, en fait, c'est ceux qui mettent en place cette nouvelle culture légitime de l'éco-responsabilité, qui vont se positionner en créateurs en quelque sorte du monde d'après, mais qu'au final, on va marchandiser de nouveaux secteurs comme la solidarité, on va proposer des services qui sont perçus comme éco-responsables et qui amènent de nouvelles formes d'hyperconsommation, je cite notamment Vinted comme exemple, pour donner une bonne conscience aux consommateurs, créer de nouveaux mots culturels comme le crédit moral, la charge écologique, la théorie des animaux mignons, etc., pour qu'au final, on maintienne les contradictions liées à l'éco-responsabilité dans un imaginaire qui est si fort, qui va être structurant pour la vie quotidienne et qui va permettre à la fois de justifier les pratiques a posteriori qui ne sont pas forcément toujours éco-responsables et aussi de driver les choix de consommation. Alors, une partie a conscience des contradictions, mais se dit c'est un moindre mal. Certains sont très cyniques. Et après, il y a tout ce que j'ai appelé les enfants gâtés qui, eux, sont les croyants, qui ne se posent pas forcément de questions et qui se disent, effectivement, si je dois acheter un produit A plutôt qu'un produit B, si je dois faire confiance à certains labels de réassurance ou à d'autres leaders d'opinion, oui, forcément, c'est mieux qu'avant parce que j'ai eu un déplacement de pratique. Après, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, c'est l'exemple de l'énergie, je n'ai l'exemple de la mobilité. En fait, sur tous les postes de dépenses et de consommation de la vie quotidienne, il y a forcément des postes où on va avoir une cohérence à peu près entre les pratiques et les représentations et d'autres postes, soit on est moins sensible, soit on ne se pose pas la question et on ne peut pas mener tous les combats à la fois parce que sinon la charge mentale elle est trop importante. Et l'éco-responsabilité arrive pour jauger et maîtriser cette charge mentale liée au climat qui est quand même un petit peu anxiogène. C'est quoi les enfants gâtés? Alors, les enfants gâtés, c'est ceux vraiment qui croient en la promesse du capitalisme responsable et qui ont envie de dire que c'est possible un changement de société, une transition environnementale au prix du moindre effort et surtout par la consommation. Et au final, ils vont être très sensibles à tout l'imaginaire et aux récits publicitaires ou d'opinion qui, effectivement, nous expliquent comment on a plein de solutions prêtes à penser qui permettent de réduire la consommation et qui amènent du changement. Et c'est là où c'est un petit peu tordu, ce principe de l'éco-responsabilité, parce que c'est vrai qu'à l'échelle de l'individu, il y a plein de changements qui se passent. Il a une charge mentale, il doit apprendre à faire différemment. Il a envie d'être quelqu'un de bien et d'avoir bonne conscience. Alors que si on dézoome et qu'on change d'échelle, pour le coup, on se rend compte que la consommation elle est toujours très, très présente. C'est que finalement, les pauvres, pour faire une catégorie englobante, avec les classes moyennes basses, c'est eux qui sont écologistes, puisqu'ils n'ont pas d'argent et donc ils dépensent peu. Et donc, quelque part, ce n'est pas là-dessus qu'il faut porter l'effort. Ceux qui consomment, et ce n'est pas une critique non plus, parce que c'est comme ça, c'est la classe moyenne sup. Et ce que tu dis à la page 65, soyons précis, c'est dans le chapitre « L'émergence d'ethnies culturelles ». Et tu dis « Le maintien d'une société de l'abondance est difficilement compatible avec la transition éco-environnementale nécessaire. » Et je pense que là, tu as mis le doigt sur le problème principal. Comment on fait pour sortir de la société d'abondance? Mais après, à la fin du bouquin, dans la conclusion, je repars sur la société de l'abondance de Salins. Voilà. Je fais le cercle, parce que ce n'est pas la même abondance. Oui, mais bien sûr. C'est bien pour ça que… Quelle différence, bonne question. Quelle différence entre la société d'abondance d'aujourd'hui et celle de Salins, qui est quelque part celle des chasseurs-cueilleurs, qui manque de rien? En fait, c'est quelle est comment on qualifie l'abondance dans une société et à un moment donné, comment on va percevoir le confort et la sécurité pour soi et pour son groupe social. Et on est complètement aux antipodes. Nous, c'est avoir beaucoup de choses et eux, à l'inverse, c'est avoir peu de choses pour pouvoir être bien. Donc, on est vraiment sur des dimensions qui sont contradictoires. Et par rapport au passage que vous souleviez, en fait, on est toujours sur ces imaginaires. Comment, en fait, le mythe du progrès est toujours quelque chose de désirable, même en période d'éco-responsabilité, autour de l'imaginaire porté par le capitalisme responsable, qui est très différent de celui de la décroissance, qui, lui, rompt avec cette société d'abondance dans l'esprit des gens. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout désirable parce qu'on a l'impression que c'est un retour en arrière.
ou du moins c'est perçu ou présenté comme ça dans la société. Alors, il y a une partie des personnes qui croient réellement et il y a une autre partie, soit qui sont cyniques, soit qui œuvrent pour le moindre mal, ou soit parce qu'ils trouvent vraiment que c'est génial, qu'on met en place plein d'inventions technologiques, de procédés, sociétales, marketing, etc. Alors, en tant qu'anthropologue, moi, je travaille sur les classes moyennes et les classes supérieures occidentales et qui, à la base, dans toutes mes études, sont recrutées suivant des critères qui sont similaires. Ce sont des personnes qui ont décidé non pas de s'émanciper du système marchand, mais de mettre en place des changements de pratiques pour être davantage en cohérence avec des valeurs, soit d'ordre sociétal, soit d'ordre écologique, équité des genres, etc., etc. Et en fait, dans ces groupes sociaux, dans ces personnes que j'ai interrogées, je me suis rendu compte qu'il y avait deux groupes qui pouvaient détacher. Les enfants gâtés, qui sont ces fameux croyants, qui sont un peu des influenceurs domestiques et qui font partie des classes moyennes. Et les classes moyennes supérieures et les classes supérieures, qui, eux, représentent une minorité de mon panel, mais qui sont plus des leaders d'opinion et des influenceurs qui, par leur poste dans les entreprises ou par leur place dans la société, vont un petit peu donner le ton. Et une fois qu'on a ces deux groupes-là, on va avoir différentes formes de catégorisation de ces individus. La première, c'est par style de vie où en fait, je pars du principe qu'on aurait un petit peu comme des entailles verticales dans le corps social qui mettraient de manière un petit peu trompeuse les histoires de classe sociale au second plan pour avoir des logiques d'appartenance autour de ces fameuses ethnies culturelles qui vont être drivées notamment par les choix de consommation éco-responsables. Et là-dedans, en fait, on va avoir 4 ethnies qui, de manière descendante, vont imposer de nouvelles normes de consommation éco-responsable. Et là, on va avoir 4 ethnies. Et après, si on s'intéresse de manière plus précise aux enfants gâtés et aux pratiques et aux représentations de la consommation qui vont être liées à la fois au style de vie, au capital responsable, donc au niveau d'engagement et de cohérence dans l'éco-responsabilité, on va se rendre compte qu'on a 4 grands profils que j'appelle des ethnotypes que eux, j'ai identifié bien avant le bouquin dans mes études anthropo sur la consommation, qui permettent un petit peu de donner des grandes dynamiques entre culture matérielle, motivation et discours qu'ils vont avoir sur l'éco-responsabilité et du coup, vraiment de manière très pragmatique, les choix de consommation éco-responsables qu'ils vont privilégier. Alors, les 4 typologies, on a les émotionnels engagés, qui sont des individus qui disposent d'un capital culturel important. Ils ont de l'argent, mais pas forcément les plus riches. Et eux, ça va être les plus cohérents entre leur implication dans l'éco-responsabilité, c'est-à-dire entre le discours et les pratiques. On a les éco-individualistes, qui sont ceux qui… je te les fais vite et après, tu me poses des questions. Qui ont le pouvoir d'achat le plus important et qui ont un niveau culturel un petit peu moins élevé et qui, eux, vont mobiliser l'éco-responsabilité comme un signe de distinction sociale et de prestige. Ensuite, on a les pragmatiques volontaires qui ont un niveau culturel et économique inférieur aux 2 catégories précédentes, qui, eux, vont essayer de bien faire, mais adhèrent encore beaucoup à l'hyperconsommation et de manière assez décomplexée, donc ils vont être assez contradictoires à l'échelle de l'ensemble de leurs pratiques. Et enfin, on a les conservateurs indécis, qui sont les personnes qui ont moins de budget et qui, eux, vont être sensibles à l'éco-responsabilité quand ils vont avoir un bénéfice immédiat de faire des économies, de praticité, etc. Ah oui, parce que moi, mon bouquin, il est vraiment sur des personnes qui ont fait des choix de changement de pratique, de mode de vie et de consommation. Donc, la consommation n'est plus une fin en soi, mais un moyen d'acquérir d'autres types de bénéfices, que ce soit émotionnels, sociétaux, etc. Et je n'étudie non plus pas les individus qui font des choix en sortant du système et en s'inscrivant dans d'autres manières. Moi, on est vraiment sur la consommation qui va être éco-responsable, qui se réinvente pour pouvoir continuer d'un côté à être désirable et amener du changement au prix du moindre effort pour ces consommateurs-là. Et par rapport à la notion de crédit moral, parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, on commence et ça se diffuse un peu à déconstruire justement tous les apports même de la RSE, de tout ce qu'on peut tirer de ce type d'achat. Est-ce que ça peut fonctionner longtemps alors qu'on commence quand même largement à déconstruire tout ça et à pointer du doigt justement toutes ces contradictions, toutes ces limites? Est-ce que tu penses que ça a de beaux jours devant soi, que ce mythe du consommateur responsable, qui est un mythe donc, et est-ce que ça peut durer comme ça Quand tu penses à Michel Debré, moi que j'avais édité, j'ai plus dans les années 2000, ça fait très très longtemps, il y a plus de 20 ans, sur la frugalité, pour moi c'est pareil, etc. Mais à l'époque, ce n'était pas audible. Il faut bien comprendre aussi, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça dure sur 10, 20, 25, 50 ans avant de changer quelque chose.
Donc, les crises sont des moments particulièrement intéressants à cause de ça. Quand je vais bosser sur les transferts, c'est un peu le même principe au niveau des entreprises et avec au final des choses qui vont jusqu'à changer les finalités de l'organisation. Et donc, du coup, est-ce qu'en parlant d'enfants gâtés, est-ce qu'on n'occulte pas aussi une part de l'action qui est justement plus méso, on va dire, que la consommation et qui, pour le coup, a une force de transformation. C'est un peu ma question sur est-ce qu'il y a autre chose que les enfants gâtés. Ah, mais alors, en fait, si vous voulez, moi, pour le coup, c'est une monographie anthropologique sur un groupe qui est spécifique. Donc, effectivement, après, on peut mettre aussi ce qu'on connaît, des sujets qui sont spécifiques sur des personnes qui ont soit des caractéristiques socio-économiques, soit des styles de vie, soit des imaginaires qui sont différents des miens, en fait, des miens de mes enfants gâtés, en fait. Donc, si vous voulez, on est vraiment sur quelque chose qui est très spécifique et qui amène de la réflexion. Après, peut-être que je suis critique sans m'en rendre compte. Après, moi, j'amène plus des questionnements de déconstruction. Mais tu sais, je reprends ton exemple de Patagonia. Ils ont boosté leur vente quand dans le New York Times, en 2012, ils ont mis l'empreinte carbone de leur veste en disant « n'achetez pas cette veste ». Et après, ça va être récupéré par des individus qui ont une sensibilité éco-environnementale. Et j'ai été frappée encore récemment d'une jeune fille qui me clame un discours d'autosuffisance. Elle a son potager, elle habite en banlieue, elle a une petite maison, elle essaye de décroître. Donc, tout ça, c'est le discours, mais qui est partiellement mis en pratique. C'est vrai, elle est quasiment autosuffisante sur un plan alimentaire. Alors, quand on a abordé le sujet de la mode, elle a mis mais que sur des plateformes d'ultra-mode chinoises, Chine, Alibaba, AliExpress, etc. Et elle se rendait bien compte de ces contradictions. Mais effectivement, elle s'autorisait ce plaisir-là parce qu'elle considérait qu'elle faisait suffisamment. C'est le fameux crédit moral dont je parle. Le crédit moral, et elle est tout à fait consciente que voilà, elle achetait à bas prix beaucoup de vêtements, mais qu'elle pouvait bien le droit quand même, parce qu'elle faisait des efforts et qu'elle était très contrainte sur un plan budgétaire. Donc effectivement, sur Alibaba, tu as 10 pièces pour 50 €. J'avais juste une question pour Fanny d'un point de vue méthodo. Est-ce que, je suis navré, je n'ai pas encore lu ton livre, mais c'est vraiment sur ma table de chevet, juste à côté de la Bible. Oui, je n'attendais pas moins de toi, Charles. Non, juste d'un point de vue méthodo, est-ce qu'il est envisageable de... Alors, je n'ai pas l'habitude de poser ce genre de questions, de rajouter du quantifiable, du quantifié, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait essayer de faire une espèce de bilan carbone des efforts entrepris, c'est-à-dire, j'ai progressé sur ma consommation alimentaire, j'ai arrêté la viande, j'ai gagné 1 kg de CO2 par jour, mais je me suis un peu lâché sur des fringues sur Alibaba, donc j'ai augmenté un peu. Enfin, est-ce qu'on pourrait essayer de préciser un petit peu plus l'avancée? Parce qu'on voit bien que c'est un processus d'effort, d'aller un peu en avant, un demi-pas en arrière, etc. Eh ben, c'est une très bonne question, Charles, parce que justement, en fait, maintenant, je suis impliquée dans des projets de recherche sur les monnaies carbone et en essayant de faire des systèmes de corrélation entre ce qu'on consomme et l'empreinte carbone que l'on va avoir. Donc, en fait, il y a de plus en plus de recherches qui sont en train d'essayer de trouver une solution et un moyen d'arriver à quantifier ou du moins à donner des ordres de grandeur à l'échelle de la consommation globale. Donc oui, là, c'est le projet d'après, ça. Une petite remarque, puisque là, cette année, j'ai passé pas mal de temps au Maroc, et c'est par rapport à ce que tu racontes, Fanny, où finalement, moi, ce que tu décris de la typologie des personnes que tu as interrogées, sur lesquelles tu as travaillé, c'est une population qu'on retrouve notamment dans cette classe supérieure. Et on voit bien cette consommation, notamment à travers l'achat de véhicules électriques. À cette espèce de prétexte d'éco-responsable pour acheter des deuxième, troisième, quatrième voitures électriques. Qui en fait de la distinction sociale tout simplement. Oui, mais totalement. La distinction sociale, mais quand même en accumulant, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, la voiture ne remplace pas forcément l'ancienne voiture. La voiture électrique, ça s'accumule aussi. Sobriété, ça.